Bienvenue au Somol Point, nouveau format de vidéo. Je vous présente mes cofondateurs Axel et Camille. Et on fait cette petite vidéo en réaction à un sujet qui vient de se passer. Donc on va parler un petit peu ça pour avoir différents avis et tester quelque chose de nouveau. Dites-nous si ça vous plaît. Globalement, on va rappeler un petit peu les faits. Squeezie a lancé un événement pour refaire son décor 3D. Donc, il enregistre ses vidéos avec un fond vert. Il va demander aux gens de faire un décor 3D pour avoir quelque chose un peu plus sympa que juste un mur blanc, comme par exemple on a tous derrière nous. Je vois pas de quoi tu parles. Et en fait, ce qu'il voulait faire, c'est qu'il voulait faire découvrir en live, en direct sur sa chaîne YouTube, les décors qu'il allait sélectionner. Donc, vous allez voir différents décors. Il va dire, celui-là me plaît et je vais vouloir l'utiliser. Et ce qu'il a dit, c'est qu'il rémunérerait ces personnes-là. Et le problème, en fait, c'est qu'il ne va pas rémunérer tous les gens qui va aller lui faire du décor 3D, parce que ça coûterait trop cher. S'il reçoit 1000 demandes, il ne va pas pouvoir payer 1000 décors comme ça. Mais uniquement ceux qu'il allait montrer en live et celui qu'il allait sélectionner. Et du coup, il y a une véritable levée de bouclier de la part d'une partie de sa communauté qui l'ont accusé de faire du travail gratuit, spéculatif. Et du coup, réaction de Squeezie par rapport à ça, il annule son projet. Et là, il y a une nouvelle levée de bouclier, une partie des gens qui sont déçus, notamment certains artistes 3D qui disent voilà, nous on voulait de la visibilité, ça nous intéressait, on avait envie de participer à ça, et puis on fait partie de la communauté de Squeezie, donc on a envie de faire quelque chose là-dessus. Et du coup, tu as de la frustration que tu prennes une décision A ou que tu prennes une décision B. Et donc, c'est un vrai sujet parce que dans nos projets au quotidien, on est confronté souvent à ce genre de choix. Est-ce que je dois faire ça Et quand on prend une direction, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Et derrière, on se retrouve à se dire, bon, est-ce que je fais marche arrière ou pas? Et donc, on va parler un petit peu de tout ça. Donc, la question du jour, c'est qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette situation précisément? On va découper la vidéo en 3 petits sujets. Et le premier sujet, c'est déjà, est-ce que c'était une mauvaise idée? Il y a une bonne partie des gens qui n'auraient rien reçu en contrepartie du travail, mais ils auraient aimé, du coup, je pense, avoir de la visibilité, avoir une audience considérable. Et il y a un peu cette question du travail bénévole, quoi. Camille, toi, le travail bénévole, tu connais bien parce que tu as été longtemps bénévole chez Millennium, qui est un des plus gros sites de jeux vidéo de France. Quel est ton avis un peu là-dessus? Est-ce que tu penses, toi, que le travail bénévole, c'est quelque chose, c'est en soi une bonne chose dans certains domaines, ou alors que c'est quelque chose qu'il faut totalement bannir et qu'il faut arrêter avec ça? Il y a 2 choses. Déjà, il faut avouer que c'est illégal de toute façon de faire travailler des gens bénévolement sur le long terme. Et il y a des lois qui sont sorties d'ailleurs dans la dernière décennie par rapport à ça. C'est pour ça que, par exemple, je dis des bêtises, mais imagine, tu vas demain dans une salle des fêtes et il faut faire le ménage, par exemple. T'as envie d'aider les organisateurs parce qu'il y a eu un événement. Et les organisateurs de l'événement vont te dire « Non, désolé, tu ne peux pas nous aider parce qu'on n'a plus le droit de prendre des gens bénévolement pour faire ce genre de choses, en fait. » Ça peut paraître stupide parce que toi, peut-être que t'avais juste envie d'aider ces personnes-là, mais eux, ils sont dans l'obligation de refuser aujourd'hui, donc. Ce sont des pratiques qui ne se font plus, heureusement. Mais je trouve que moi, le bénévolat, c'est quand même quelque chose d'important dans le sens où, imaginons que t'aies aucune expérience et que demain t'as envie de postuler. Alors, moi j'ai été bénévole pour Millennium, effectivement, en tant que rédactrice, sauf que je n'avais aucune expérience en tant que rédactrice sur Internet. Aujourd'hui, ça fait bientôt 5 ou 6 ans que je ne suis plus bénévole et que j'ai eu beaucoup d'expérience en tant que rédactrice. Et aujourd'hui, je peux dire fièrement que j'ai les capacités de rédiger du contenu sur Internet. Alors, je continue de me former sur le copywriting, par exemple, grosso modo. Mais, je veux dire, sans cette expérience de bénévolat, en fait, ça se trouve, déjà de 1, j'aurais jamais découvert cette passion que j'ai pour la rédaction sur Internet, et de 2, je n'aurais jamais eu les capacités que j'ai aujourd'hui à le faire aussi rapidement, quoi. Donc oui, dans certaines conditions, effectivement, le bénévolat est à proscrire. On prend des artistes, par exemple, si on revient sur le sujet de fond, t'es artiste, tu dessines, tu fais des dessins, de la 3D, etc. Il y en a beaucoup qui débutent et qui effectivement font ça bénévolement, soit pour aider des proches, soit pour acquérir de l'expérience, sauf que c'est pareil, tout travail mérite salaire, de toute façon. Ouais. Donc, il y a des gens qui seront extrêmement catégoriques là-dessus, tu fais un travail, tu dois être payé, c'est logique.
Mais d'un autre côté, voilà, moi je suis quand même partisante il te faut de l'expérience, surtout dans un monde où aujourd'hui, quand tu cherches ton premier emploi, on te demande 5 ans d'expérience, tu veux, bon, merci quoi, mais c'est compliqué. Yes, Donc clairement. voilà. Et je pense que je rejoins un peu ton avis, moi là-dessus. Je trouve que c'est une bonne chose, justement, que déjà, en termes de bénévolat, les projets avec peu de moyens, Ouais. C'est important qu'il y ait des bénévoles dans plein de domaines. Parce que, en tout cas, surtout dans les projets, quand je dis peu de moyens, c'est des projets qui sont peut-être au départ associatifs, essentiellement. Tout à Quand fait. c'est une entreprise, évidemment que c'est différent. Bien sûr. Si tu as peu de moyens, bah, tu apprends à faire avec ce que tu as et les ressources que tu as. Mais quand c'est un projet type association, moi je vois plein de gens qui se plaignent quand quelqu'un cherche effectivement de l'aide pour un logo, quelque chose comme ça. Alors que c'est des associations qui n'ont pas les moyens de payer ouais. à juste titre ou en tout cas à la valeur maximale, enfin la valeur que devrait coûter un vrai logo par exemple. Mais du coup, quand tu débutes, c'est quand même une bonne façon un peu, je trouve, de démarrer. Et en plus, quand tu débutes, c'est difficile d'exiger des choses ou d'obtenir un job pour un poste précis quand tu as zéro expérience. C'est un bon moyen de commencer finalement. Bien sûr. Axel, toi, tu as une expérience un peu différente. Tu viens du monde du jeu vidéo à la base, tu as fait des études dans le jeu vidéo, tu as côtoyé plein de gens qui étaient dans le domaine du travail 3D. Et finalement, c'est quelque chose qui se fait souvent. Il y a quelque chose qu'on appelle les game jams dans le milieu du jeu vidéo, où en gros, on va se retrouver dans un lieu pour créer un jeu en peu de temps, 24 heures, 48 heures. Et puis, un autre parallèle qui a été fait avec Squeezie, c'est le fait que finalement, sur d'autres choses, il a fait exactement le même process. Il a fait participer sa communauté sur des éléments de création, comme des fanarts, des vidéos sur fond vert, ce genre de choses, et qu'il n'a pas vraiment eu ce genre de réaction. Donc, tu vois, finalement, c'est un travail de création, même si sans doute il y a plus de travail, peut-être, et encore, c'est à débattre sur le monde de la 3D et du décor 3D, mais quand on met un peu des échelles de valeur, et là, c'est presque une communauté qui s'est soulevée. Toi, qu'est-ce que tu en penses là-dessus? En fait, c'est compliqué parce que le domaine de la 3D, en fait, ça vient. Il n'y a pas que le jeu vidéo, il y a aussi l'animation 3D qui est utilisée dans les films et dans beaucoup de choses, dans les films réalistes pour enfants, adultes animés. Et en fait, c'est énormément de travail, de même que le dessin, ce genre de choses. Le souci, c'est que on a eu beaucoup ce label sur l'animation 3D ou sur l'animation, le dessin en général, particulièrement pour les jeux vidéo, c'est un métier passion, donc au final, il n'y a pas besoin d'être beaucoup rémunéré, en fait. Alors qu'il faut des compétences qui sont hyper techniques. Et donc, du coup, il y a un agacement profond de cette communauté, en fait, qui est genre, arrêtons de nous faire, de dire qu'on est un métier passion et que notre travail ne vaut rien et qu'il vaut que de la visibilité et qu'on est prêt à faire des choses parce qu'on aime ça, parce que, genre, c'est faux. Oui, on aime ça, mais on a choisi de faire ça, c'est notre travail, quoi. On a acquis des compétences difficilement pendant 3, 5, 10 ans, et maintenant, il faudrait pas qu'on soit payé parce qu'on fait quelque chose. Non, ça n'a pas de sens. Il y a beaucoup d'allégories qui ont été faites avec ça dans le milieu, genre, est-ce que tu payes du pain en visibilité, par exemple, à la boulangerie? Je ne pense pas. De plus, comme le milieu est encore jeune, c'est des conditions de travail qui sont pas encore établies. Et du coup, ce qui fait que les emplois sont hyper compliqués, parfois hyper précaires, et les situations sont très défavorables pour les employés. Et du coup, il y a beaucoup de conflits qui émergent dans ce milieu. Et du coup, effectivement, genre quand Squeezie a demandé de faire un décor en 3D de façon totalement innocente, à ce sens-là, parce que à la base, il me semble que ça venait du fait que quelqu'un avait déjà réalisé le décor de Squeezie en 3D. Tout à fait. Et du coup, il avait trouvé ça incroyable. Il a dit, mais c'est génial, est-ce qu'il y en a qui sont chauds de faire ça? Et on inclut vos créations dans mon décor et je vous rémunère si je les utilise. Sur le principe, ça part pas d'une mauvaise volonté, c'est juste que comme le milieu a trop subi ce genre de choses, et ben forcément, les gens acteurs de ce milieu se révoltent parce que c'est tout le temps comme ça. Et c'est le problème, c'est que ça peut le faire, je pense, pour d'autres milieux, mais pour le milieu de l'animation 3D, c'est beaucoup plus compliqué, surtout avec les polémiques qui viennent en ce moment. C'est ça qui est dur. Et c'est pour ça, je pense qu'il s'est pris un gros retour de bâton là-dessus. C'est parce que quand il a proposé ça innocemment, naïvement, il n'avait pas, à mon avis, toutes les références des conditions qu'il y a dans le milieu. Après, c'est quelque chose que tu revois 5 ans en arrière, 5-10 ans en arrière, où moi, quand j'étais en école, il y avait régulièrement des concours, pour par exemple Disney, où genre, il fallait faire des choses et t'étais rémunéré, entre guillemets, que si t'étais premier du concours, quoi. Et ça choquait personne à l'époque, tu vois. Donc, c'est juste que ça a beaucoup évolué. Je me rappelle, quand j'avais commencé ma boîte, j'avais fait des concours vidéo. Donc, tu avais des sites qui te proposaient, voilà, c'est une marque, j'ai besoin de vidéos, ça sera la prochaine pub, par exemple, de KitKat. Nous, on avait fait une pub pour KitKat. Et du coup, ça te permet de te faire des projets en conditions réelles et d'avoir des références aussi en portfolio, quoi, à la fin. Et en fait, j'ai vu que ça avait disparu, c'était fermé, que ça ne marche, ça n'existe plus et que c'est très, très difficile encore aujourd'hui de trouver ça.
Alors que tu avais quand même un gagnant à la fin, c'était intéressant, tu avais des créas, c'était chouette, quoi. Il y avait ce côté-là. Mais finalement, tu as un peu ce côté où tu as 20 personnes qui bossent gratos pour toi, et puis à la fin, t'en payes qu'un, quoi. C'est ça. En fait, c'est un espèce d'appel d'offres, mais pas hyper réglo. Ouais, c'est l'appel d'offres déguisé où tu payes de la main-d'œuvre pas chère, quoi, concrètement. Après, vu que c'est dans des écoles, c'est du travail qui est quand même étudiant, donc qui est pas entièrement professionnel. Il faut que ce soit encadré par l'école. Nous, je me rappelle qu'on avait pour ce genre de truc, on avait une junior entreprise. En fait, c'est une entreprise qui était gérée par les étudiants et qui en fait permettait de rémunérer les étudiants qui faisaient du travail pour les sociétés qui nous démarchaient. Bon, ça a plus ou moins bien marché. Mais sur le principe, c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Mais surtout maintenant, à notre époque où les abus, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'abus là-dessus. Seb, toi, tout à l'heure, tu disais justement qu'il y avait un peu ces deux catégories de personnes, celles qui ont dit non, ça se fait pas, c'est du travail camouflé, quoi, et celles qui ont regretté le fait que le projet de Squeezie soit annulé, parce que justement, elles auraient bien aimé développer leur portfolio, quoi. Très bonne transition. Ça nous amène au deuxième sujet. Voilà, qu'est-ce qu'on pense un peu de sa réaction? Est-ce qu'il a eu raison d'avorter le projet? Toi, Camille, c'est un sujet auquel tu es confronté souvent parce qu'on a un autre projet à côté d'une autre chaîne YouTube sur un jeu vidéo qui s'appelle Hytale. Et on a créé une chaîne qui s'appelle Hytale FR tous ensemble. Et on a souvent ce sujet il y a un drama dans la communauté, quelque chose se passe mal, quelqu'un monte au créneau et dit c'est un scandale, il se passe telle et telle chose. Et du coup, la question c'est mais alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a ces personnes qui disent ça. Donc, c'est vrai. Voilà, comment émotionnellement, c'est quelque chose qui est très difficile à gérer, qu'on peut analyser nous rationnellement, tranquillement, là, sans notre petite vidéo. Mais quand tu le vis, tu as un flot d'émotions qui arrive et du coup, tes émotions prennent le dessus et c'est difficile de prendre une décision qui est rationnelle. Toi, Camille, comment tu gères ça justement quand tu as un afflux de communauté, que ce soit pour ce projet-là, ITLFR, ou même d'autres projets sur lesquels on travaille avec Somolto? Qu'est-ce que tu fais quand tu vois qu'il y a une levée de bouclier sur un sujet de quelques personnes? Premièrement, c'est vrai que moi, ça m'affecte beaucoup. Et alors, je suis quelqu'un qui aime bien justement, entre guillemets, donner raison à la communauté. C'est-à-dire que ce soit pour ITLFR, pour Somolto, ou même si j'essaye de me mettre à la place de Squeezie, à sa place, tout de suite, je me serais dit mince, c'est vrai, la communauté a raison, il faut tout que je fasse pour elle, quoi. Genre, je vais me plier à sa volonté. Sauf que il faut prendre du recul. Donc, c'est vrai que quand j'ai lancé ITLFR, avec toi, effectivement, au début, moi, quand il y avait des commentaires sous nos vidéos YouTube, donc des commentaires peut-être un peu haineux, quand il y avait 5 personnes sur 1000 qui me disaient non, ça c'est pas bien, forcément ces 5 personnes pour moi c'était tout, quoi. Je me disais oui, il faut que je les écoute. Aujourd'hui c'est plus le cas. Après 1 an et demi, 2 ans de travail et de projet, ce que je fais c'est que ok, je pète peut-être un peu un câble sur le coup, mais voilà, je me pose, j'en parle du coup à mes coéquipiers, je leur dis voici la situation, qu'est-ce que vous feriez à ma place? J'essaye de prendre du recul et surtout j'essaye de peser le pour et le contre en fait. Et je pense que dans le cas de Squeezie, le pour et le contre il a été vite vu parce que Squeezie c'est une communauté, je crois qu'il a plus de 10 millions d'abonnés il me semble. Je sais même plus à combien il est mais c'est énorme. Je crois qu'il est à 16 maintenant. 16 millions, dis donc. Et c'est beaucoup. Mais et pareil sur les réseaux sociaux si tu veux, donc quand t'as 10 millions de personnes qui te disent non c'est pas une bonne idée, c'est du travail camouflé, rentre chez toi, bon... Alors la question c'est du coup, est-ce qu'il y a vraiment 10 millions, tu vois? Mais on y viendra un petit peu après. Axel, toi, est-ce que tu penses qu'il faut plaire à tout le monde, quoi? Est-ce que la réaction de Squeezie est légitime de faire marche arrière, ou est-ce qu'il a eu raison un peu de se rétracter, ou est-ce qu'il aurait dû continuer? C'est compliqué parce que avec toute la polémique qu'il y a autour, c'est compliqué de se dire. Après, moi, j'ai essayé de regarder un petit peu les posts Twitter, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça en arrive là. Ce que je trouvais étrange, c'est que j'ai pas eu l'impression que ça a été aussi virulent qu'on croyait pour qu'il arrête le concours. Ouais. Sachant que tu avais vraiment les deux parties dans les échelles. Après, il y a d'autres problèmes qui se posent, c'est-à-dire que si tu as des étudiants qui t'envoient des trucs et que tu dois les rémunérer, comment est-ce que tu les rémunères? Parce que s'il n'y a aucune structure juridique derrière pour rémunérer les étudiants, c'est hyper compliqué, quoi. Tu vas pas leur demander d'ouvrir une auto-entreprise parce que les mecs ont fait un travail une fois, quoi. Donc c'est un peu compliqué. Moi, je pense que effectivement, s'il avait pas parlé d'argent et juste dit, on va montrer si vous voulez faire des trucs pour
pour le studio et que vous voulez les montrer en live, on peut faire ça et tout, ça peut être hyper cool. Je pense que le sujet serait beaucoup mieux passé, par exemple. C'est terrible parce qu'il a voulu bien faire en essayant en Oui, te oui. disant bah ouais, je paye les gens, mais au final ouais, c'est vrai que je pense que t'as raison, t'as un côté retour de flamme de ça, alors que ça partait d'une bonne intention. C'est ça. Et je pense que s'il n'y avait pas eu le terme argent dans l'équation, peut-être que ça aurait fait moins de polémiques. Je pense que ça, ouais, je sais pas. Quand on voit justement toutes ces polémiques, notamment du côté des graphistes, par exemple, comme on disait tout à l'heure, à aucun moment ils vont faire un logo gratuitement, quoi. Et... Ouais, mais pour autant, les concours de fan art et de tout ce qui va être aussi des vidéos fond vert, c'est quand même du montage, quand même du dessin, il y a quand même du travail. Et c'est pour ça que c'est important, et c'est pour ça qu'on fait aussi ces vidéos-là sur Somolto. C'est très important la façon dont vous allez communiquer les informations, parce que là, potentiellement, le fait d'avoir pris la décision de dire bah, je rémunère les gens qui partent sur le papier d'une bonne attention, on se rend compte que sur le terrain, c'est pas validé. Et c'est ça qui est hyper important, c'est de toujours essayer de, si on peut micro-valider, dans le cas Squeezie c'est compliqué parce qu'il y a une grosse communauté, mais micro-valider une décision ou demander des avis et de bien le mesurer. Parce que moi, mon avis là-dessus, c'est que là, ok, il y a une vague qui est passée, mais je trouve ça dommage qu'il ne soit pas allé au bout en fait de ça. Parce qu'il y a une règle que je trouve importante, c'est que si tu ne peux pas mesurer la taille réelle du bad buzz, bah, considère que ça n'en est pas un. Il y aura tout le temps des gens qui vont râler, il y aura tout le temps des gens qui ne seront pas d'accord. Mais si tu n'es pas capable de dire, ok, il y a sur ma communauté, il y a 60% de gens qui sont contre ce que j'ai fait, j'annule. Je pense que c'est compliqué de gérer parce que potentiellement, on voit toujours les gens qui s'expriment le plus et qui sont les plus virulents. Donc ça se trouve, c'est peut-être 3-4% des gens qui se sont plaints et les autres qui approuvaient en fait ça. Donc le problème, c'est qu'en reculant, ils vexent aussi les autres qui avaient peut-être déjà commencé à travailler sur ce projet. On a vu des gens qui avaient envoyé leur décor et la qualité, c'est quand même un truc de fou. Et du coup, tu as un peu ce côté, non seulement il n'arrive pas trop à se positionner, à prendre une décision qui est un peu, certes radicale, mais une fois, maintenant que tu as mis le pied dans l'eau, va au bout, quoi. Rentre dans l'eau entièrement. Et de l'autre côté, tu as tous les médias qui, du coup, tirent à boulet rouge sur eux en mode avec des articles ridicules du genre, c'est les torchons habituels, quoi. Squeezie subit une crise, il doit revenir en arrière, arrêter, c'est terrible, concours maladroit, tout ça. Forcé d'annuler son projet. Est-ce qu'il a été forcé, en fait, c'est la question, parce que c'est vrai que tous les journaux, entre guillemets, du web ont titré ça Squeezie forcé d'annuler son projet communautaire. Mais est-ce qu'il a été forcé, tu vois? C'est lui qui a pris la décision, mais il y aurait des articles dans l'autre sens. Et puis on parle de 30 secondes de vidéo, quoi. Bien sûr, donc, oui. Voilà. Mais dans tous les cas, et ça typiquement, c'est du bruit, mais ça ne concerne pas les gens qui vous suivent, les gens qui sont fans de vous, qui vont vous suivre au quotidien. Tout à fait. Je vous propose pour conclure que chacun d'entre nous donne une petite leçon qui pourrait en tirer personnellement. Et puis vous, dans les commentaires, vous pouvez aussi mettre les leçons que vous tirez de cette histoire. Axel, tiens. Quelles leçons tu pourrais en tirer un peu de cet événement? Moi, je veux dire, avant de proposer des choses en live directement, renseignez-vous un petit peu. Si vous faites ça, qu'est-ce que ça implique? Moi, je dirais, parce que je vois aussi beaucoup de choses. On reviendra peut-être un peu plus tard dessus, notamment parce que sur du Kickstarter, qui est un sujet hyper intéressant. Et en fait, souvent, on voit des Kickstarter qui promettent des millions de choses sur les contreparties, et du coup, en fait, ils se rendent compte que en fait, 3/4 du budget de Kickstarter va partir en contrepartie, et tu sais que c'est pas faisable, que le projet va pas aboutir juste à cause de ça, en fait. Et donc, avant de proposer des choses, avant de dire, vas-y, on lance ça comme ça, c'est parti, ok, mais posez-vous 2 minutes juste pour vous dire qu'est-ce que ça implique, quoi. Genre, parce que juste ça peut tellement vous éviter beaucoup de choses et vous dire, ah ouais, en fait, c'est pas viable, on peut pas le faire, quoi. Moi, c'est la leçon que j'ai retirée. Si c'était dit, ah oui, mais attends, si du coup, je dois payer les mecs et que du coup, ils ont pas de structure, mais qu'en plus, c'est dans ce milieu-là, qu'est-ce que ça implique? Et du coup, voilà. Ils se seraient peut-être dit, ok, je vais peut-être pas proposer de rémunérer les gens, mais en fait, genre, si il y a des gens qui sont cool et qui veulent passer sur la chaîne, vous pouvez faire ça. Très clair. Merci, Axel. Camille, toi, c'est quoi la leçon que tu tires de ça? Avant de dire ma leçon, j'aimerais rebondir sur ce que dit Axel, parce que c'est vrai que y a eu un exemple récemment d'un Kickstarter sur un jeu vidéo qui s'appelle Noob. Donc Noob, qui était une série audio qui est toujours très très connue dans le milieu un peu des geeks. Et eux, donc pareil, ils ont promis un jeu vidéo, ils ont lancé un Kickstarter, et ça a tellement bien marché que ça a dépassé le million, je crois, ou si ce n'est 500 000 € minimum pour faire un jeu vidéo en 3D, si tu veux. Et le souci, c'est que eux n'avaient pas prévu que ça prenne une telle ampleur. Donc ils sont restés dans leur petit jeu en 3D tout simple.
Et quand c'est sorti, bah, les gens ont été fortement déçus. Parce que ça n'était pas à la hauteur d'un jeu vidéo qui vaut 1 million d'euros. Donc voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, Axel a raison, il faut essayer quand même de prévoir ces choses-là et d'essayer d'avoir plusieurs scénarios selon les situations, quoi. Ne pas se lancer comme ça sans prévoir. Moi, ma leçon, du coup, ce serait plutôt du côté de la communauté, du coup. Il faut éviter de se dire que les 2% qui ont la parole forte, les 2% qu'on va voir sur Twitter, sur YouTube, dans les commentaires, etc., et qui vont râler, bah, je dis pas qu'il faut pas les écouter, mais il faut essayer de, effectivement, ne pas prendre en compte que ça, quoi. Il faut, comme je disais tout à l'heure, prendre du recul et ne pas se laisser atteindre uniquement par les mauvais commentaires et cette communauté qui, on a l'impression, vaut 99% de la globalité, alors que pas du tout. Très bien, c'est très clair. Ça rejoint un peu moi, la leçon que je voulais tirer de ça, c'est de faire la différence entre le bruit, donc ces petites choses qu'on entend, les petits commentaires comme ça qui sortent un peu de nulle part, de personnes qui ne vous connaissent pas forcément, qui interprètent mal ce que vous faites, et le tollé général, quoi. Le tollé général, c'est 90% de votre communauté est contre vous. Voilà. Et d'ailleurs, nous, c'est une stratégie qu'on a beaucoup utilisée sur cette chaîne YouTube. Vous êtes probablement venu d'une des vidéos qui a fait polémique, entre guillemets, que ce soit les vidéos sur Trump, les vidéos sur la Corée du Nord, sur Didier Raoult. Ces 3 vidéos, si vous regardez les commentaires, c'est absolument n'importe quoi. Mais si vous voulez être déprimé en tant que vidéaste, faut regarder ce genre de commentaires, quoi. Moi, si je les regarde, ça me déprime. Bah ouais. Par contre, vous qui nous suivez au quotidien, c'est différent. Vous avez trouvé un intérêt, vous avez peut-être trouvé que, ok, sous Dissimolto, il y a 2-3 trucs intéressants que je peux en tirer pour mes projets. Et voilà. Et au final, petit à petit, c'est comme ça qu'on construit une communauté finalement autour de ce qu'on peut faire. Donc vraiment, pour sortir du lot, il faut faire des choses audacieuses et il faut y aller à fond, quoi. Une fois que vous avez pris la décision de faire un contenu sur quelque chose d'audacieux ou de prendre une décision sur quelque chose d'un petit peu audacieux qui peut faire un peu polémique, si vous avez pris cette décision, il faut aller au bout, parce que se rétracter, je trouve que vraiment, il faut le faire qu'en dernier recours, selon moi. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo, ce format vous a plu. Si c'est le cas, dites-nous un peu votre avis, dites-nous, participez un petit peu en commentaire. Et on a une autre vidéo à vous conseiller, c'est celle qu'on a sortie récemment sur Villebrequin, qui eux ont réussi et cartonné sur leur Kickstarter. Ils ont fait un record, je crois, de KissKissBankBank. Donc vraiment, ils ont vraiment cartonné. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pris une position radicale sur le sujet. Ils ont dit, ok, on ne fait que ça, on ferme toutes les plateformes de dons. L'argent va servir à ça, ça et ça. Ils ont vraiment utilisé leur projet, c'est très clair. Donc, il y a de très bonnes leçons à tirer pour vous. À très vite.